Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Germano Veracruz. Je suis professeur de psychologie dans une université française. Et donc, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vulgarisation scientifique en sciences humaines. C'est-à-dire que je vais prendre un sujet en sciences humaines, je vais essayer, à partir des recherches qui ont été faites sur le sujet, de l'expliquer de façon simple, de manière à ce que le sujet soit compréhensible pour le plus grand nombre de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par le sujet. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'amour. Qu'est-ce que la science dit à propos de l'amour? Comme vous pouvez vous en douter, l'amour est un sujet assez complexe. Peut-être que vous avez une certaine expérience là-dessus. Eh bien, à cause de cela, la série d'aujourd'hui, le numéro d'aujourd'hui, va durer assez longtemps, 1 heure peut-être. Donc, si vous êtes pressé, vous pouvez aller dans le descriptif de la vidéo. J'ai mis le lien pour que vous puissiez télécharger le diaporama de la présentation. Après, vous pouvez le lire calmement quand vous aurez le temps. Mais si vous faites cela, sachez que vous allez perdre mes commentaires, qui j'ose croire qu'ils sont quand même intéressants. Alors, la série que je commence aujourd'hui, je l'ai intitulée 10 milliards de poussières. Alors, pourquoi 10 milliards déjà? 10 milliards parce que nous savons, selon les projections, la population mondiale va atteindre 10 milliards d'habitants d'ici peut-être à 2050 ou 2060. Ensuite, va commencer à décliner. Des poussières. Pourquoi les poussières? Parce que nous sommes en quelque sorte des poussières d'étoiles, en quelque sorte. Et donc voilà, quand j'ai cherché un nom pour ma série, j'ai décidé, j'ose croire, d'être un petit peu créatif. Et donc, voilà la série d'aujourd'hui. Peut-être que vous m'avez déjà vu dans les vidéos précédentes que j'ai fait, des séries que j'ai fait. J'ai fait une série sur le machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique en français. C'est de l'intelligence artificielle, pour expliquer comment ça fonctionne, parce que je suis aussi data scientist, je suis aussi journaliste. J'ai fait aussi une série sur l'initiation au langage R et R Studio. Donc, tout cela, c'est sur YouTube. Mais donc là, c'est à peu près le même format, le même style, c'est-à-dire qu'il y a une présentation avec le diaporama, et ensuite, vous pouvez toujours télécharger le diaporama. Vous avez les liens pour télécharger le diaporama et le lire. Voilà, je fais cela dans le cadre de mes activités de vulgarisation scientifique en tant qu'enseignant-chercheur, et notamment ma profession principale qui est celle du professeur. Donc voilà, c'est un plus grand délai. Je vais partager mon écran pour commencer ma présentation. Cette aventure même sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Pourquoi nous aimons? Comment est-ce qu'il se manifeste? Quels sont les choix des partenaires? Pourquoi on choisit certains partenaires? C'est ces questions-là que je vais essayer d'aborder en essayant de vous dire qu'est-ce que la science dit là-dessus. Bon, commençons donc. Voici le diaporama, la science de l'amour. Comme je vous disais, la thématique de ce premier numéro de notre série 10 milliards de poussières, j'ai ici sur mon t-shirt 10 milliards de poussières, c'est l'amour. On va commencer la présentation. Introduction. Alors, en guise d'introduction, je vais commencer par dire que l'amour se manifeste sous la forme d'un ensemble de réactions physiologiques et cognitives, d'un ensemble de sentiments, d'émotions, de pensées et de comportements. L'amour naît et se développe chez les individus de façon plus ou moins variée en fonction de l'âge, du sexe et du contexte socioculturel. Les topics de cette présentation, pour mieux appréhender ce phénomène humain, nous allons le décrire successivement sous la forme des typologies de l'amour, les ingrédients de l'amour, l'état amoureux, c'est-à-dire quelles sont les manifestations de l'état amoureux ou les comportements ou les émotions qui sont associées à l'état amoureux, les modèles de choix des partenaires,
comment est-ce que nous, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui motive le choix des partenaires que les gens font. Et enfin, nous allons raconter l'histoire singulière de son surgissement au cours de la phylogénèse de l'Homo sapiens sapiens. Ça veut dire que nous allons raconter l'histoire qui permet de comprendre pourquoi nous aimons. Comment est-ce que, dans le cours du développement de ce qui est devenu l'être humain, le sentiment amoureux, cette chimie de l'amour est apparue en quelque sorte. Alors, les différents types d'amour. Alors, je vais passer très rapidement sur la typologie parce que je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu, beaucoup de gens connaissent plus ou moins, du moins ont entendu parler de ces typologies. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'attarder là-dessus pour ensuite attaquer des vraies nouveautés, je pense, pour le public en général. Donc, les typologies d'amour chez les Grecs de l'Antiquité, de l'amour physique à l'amour spirituel, pour les Grecs antiques disposaient de 8 termes, chacun se rapportant à un type d'amour différent. On va commencer pour voir Eros. Eros, c'est l'amour du corps. Alors, Eros, c'était aussi le dieu grec de l'amour, du désir et de la fertilité. Vous avez peut-être vu ces images dans lesquelles une figurine qui lance une flèche sur le cœur d'autres personnes. Donc, c'est le dieu grec qui tirait des flèches dans le cœur des mortels, des immortels, comme on dit. Donc, il s'agit de l'attirance explicitement sexuelle, le désir ardent pour le corps physique associé à des fantasies érotiques. C'est d'ailleurs le terme érotique vient de Eros, le mot Eros. Le catalyseur de ce type d'amour est l'attirance physique et le désir sexuel. L'odus, l'amour espiègle. Alors, c'est l'amour, c'est un type d'amour qui est basé sur l'intimité, qui est basé sur le joug, le filtre, les taquineries, le libre cours laissé aux fantaisies. Et c'est un amour taquin, basé sur le joug et la séduction, c'est sans trop d'engagement en quelque sorte. Donc, lorsqu'une relation commence ou lorsque c'est le prélude d'une relation, c'est souvent à ce moment-là où il y a une sorte de prévalence de l'amour lodus en quelque sorte. C'est donc un bon début pour susciter ou pour commencer une relation. Aussi, dans les relations à long terme, le lodus permet en quelque sorte de garder, de maintenir l'intérêt pour l'excitation au niveau d'un couple et d'éviter en quelque sorte la monotonie. C'est-à-dire que le fait de s'engager dans ce type d'amour, de jouer, etc., permet en quelque sorte de sortir de la monotonie dans le cadre des relations amoureuses à long terme. Mania, c'est l'amour obsessionnel, un amour possessif associé à l'obsession et à une jalousie maladive. En général, les personnes qui vont l'expérience de ce type d'amour ont une faible estime de soi. Donc, il s'agit de chercher dans l'amour, en quelque sorte, une façon de combler un vide ou de pouvoir se rassurer, en quelque sorte. Donc, mania peut souvent conduire à des problèmes tels que la dépendance par rapport à l'autre, la manipulation ou même la violence. Donc, le principal catalyseur de ce type d'amour, c'est le désir de combler un vide intérieur. Pragma, c'est l'amour pragmatique et durable en quelque sorte, amour qui a vieilli, mouru. Donc, c'est un petit peu le vin qui a resté longtemps à la cave en quelque sorte, je considère. Donc, il résulte d'un effort des deux conjoints. C'est un effort des deux conjoints donc pour trouver des compromis, pour dépasser les difficultés, pour faire en sorte que les choses fonctionnent avec la tolérance, etc., etc. Donc, c'est l'effort pour rester amoureux en quelque sorte. Et c'est un type d'amour qui était valorisé chez les Grecs de l'Antiquité. Le catalyseur de ce type d'amour est la chimie entre le partenaire en quelque sorte. Une chimie qui dure, ce n'est pas le feu de paille, mais c'est la chimie qui dure en quelque sorte.
Philia, c'est l'amour de l'esprit. Donc, philia renvoie à un amour virtueux, platonique. Il implique souvent le sentiment de loyauté entre amis ou de camaraderie entre les équipiers, entre des coéquipiers. Donc, Platon, c'est un philosophe grec, estimait que l'attraction physique n'était pas un élément indispensable à l'amour, que donc on pouvait aimer quelqu'un sans forcément avoir de désir sexuel ou avoir des professions érotiques en quelque sorte. Le catalyseur de ce type d'amour est l'esprit de camaraderie, du bien-être ensemble, la bonne entente, etc. Agapé, c'est l'amour désintéressé. C'est l'amour spirituel, l'amour le plus élevé, le plus profond chez les Grecs d'Antiquité, l'amour inconditionnel, l'amour désintéressé. L'esprit, il s'exprime, ce type d'amour s'exprime dans les actes de charité, par exemple. Donc, c'est un amour compatissant, celui qui nous pousse à être solidaires et à aider les autres. Et le catalyseur de ce type d'amour est l'empathie pour les autres. Philotie, la philotie, c'est l'amour de soi. Alors, chez les Grecs de l'Antiquité, philotie était en quelque sorte divisée en deux catégories. Et il y avait le narcissisme proprement dit, qui se caractérise par la recherche du plaisir, la satisfaction, la réussite uniquement pour soi. Et l'autre sous-catégorie des philoties, c'est l'amour sain qu'on se porte à soi-même. Si on veut rapprocher ça d'une certaine philosophie bouddhiste, c'est ce qu'on appelle la compassion vers soi-même. C'est important parce qu'il faut d'abord, si on s'aime soi-même de façon positive, on sera à même d'aimer les autres de façon positive et saine aussi. Donc l'amour de soi, qui n'est pas le narcissisme ou qui est loin d'être le narcissisme, est quelque chose qui est aussi important non seulement pour son propre équilibre, son estime de soi, mais pour l'amour sain, pour les relations saines d'amour qu'on maintient avec les autres. Le catalyseur de cycle de l'amour est l'estime de soi. Storgé, c'est l'amour familial, l'amour de la parenté, l'amour de la proximité, c'est le sentiment de proximité, de sécurité, le fait d'être à l'aise avec ses proches. Donc, c'est un sentiment de parenté, de familiarité, de fraternité. Et le catalyseur de ce type de l'amour, donc, c'est le sentiment de parenté, la familiarité et la fraternité. Les typologies de l'amour dans les temps modernes. Alors, nous avons vu les typologies d'amour chez les Grecs de l'Antiquité. Beaucoup de concepts, souvent en sciences humaines, nous viennent de la Grèce antique, que ce soit en philosophie, en sociologie, en histoire, etc. Et donc, ici, c'est aussi le cas. Et maintenant, nous allons voir les typologies d'amour dans les temps modernes. Alors, ce que les chercheurs ont fait, les scientifiques en sciences humaines, c'est qu'ils ont pris les typologies grecques, ils ont essayé donc de construire des échelles, ça veut dire des questionnaires, pour aller mesurer et voir est-ce qu'on peut retrouver chez les êtres humains actuels, chez nous, chez les Canadiens, dans ce cas-là, par exemple, on peut trouver ces typologies d'amour dont les Grecs ont fait toute une sorte de littérature là-dessus. Donc, le sociologue canadien qui s'appelle John Alan Lee, lui, il a créé une échelle qui s'appelle une échelle Love Attitude Scale pour étudier la présence de différents types d'amour chez les Canadiens modernes. Suite à ces études, il a conclu un modèle à 6 types d'amour qu'il appelait plutôt 6 styles d'amour avec 3 styles primaires et 3 styles secondaires. Donc, les styles primaires que John Alan Lee a trouvés sont Eros, amour passionné et romantique, Lodus, amour comme un jeu, Storgé, amour basé sur l'amitié ou la fraternité. Nous avons vu ça aussi chez les Grecs, c'est à peu près la même chose. Ensuite, les styles secondaires se composent
chacun des 2 styles primaires, à savoir, pragma est composé d'estrogé et d'élodus. Mania est composé d'eros et d'élodus. Agapé est composé d'eros et d'estrogé. Donc, la science, les études d'Ili ont permis de non seulement vérifier que les typologies de transposer en quelque sorte les typologies d'amour de la Grèce antique vers les êtres humains modernes, chez nous modernes, actuels, modernes, et ensuite de créer en quelque sorte des facteurs hiérarchisés, en quelque sorte catégorisés. Et donc là, on a d'abord des styles primaires, qui sont 3 styles primaires, et ensuite des styles secondaires qui sont un peu un mélange des styles primaires en quelque sorte. Les modèles d'Ili, c'est les études d'Ili et les conclusions auxquelles il est arrivé ont été obligés, en science on appelle ça répliquer, essayer de prendre une étude qui a été déjà faite, essayer de faire la même étude auprès d'autres populations. Donc, ils ont recréé l'étude d'Ili, inventé de nouveaux questionnaires, et fait des études aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie. Moi-même, j'ai répliqué, j'ai fait une étude aussi là-dessus, une étude comparative entre les Mozambicains et les Français, par exemple. Et donc, on arrivait à la conclusion qu'effectivement, ces styles d'amour qui ont été trouvés chez les Canadiens, chez les Américains, existent aussi dans d'autres peuples et dans d'autres cultures, à peu près dans tous les continents, en quelque sorte. Alors, la génétique confirmait-elle les typologies de l'amour? Alors, très souvent, quand les chercheurs font des études en sciences humaines, et parfois quand ils sont des études qui ont à voir avec le comportement, avec le sentiment, etc., nous savons que dans le comportement humain, il y a souvent une partie qui s'explique génétiquement. Alors, ce n'est pas automatique, mais on essaye quand même d'aller voir est-ce qu'il y a une partie qui s'explique génétiquement dans un certain comportement, dans un type de comportement. C'est ce qui a été fait. Et donc, c'est donc Emmanuel, un chercheur, Emmanuel et ses collègues, qui ont fait des études et ils ont constaté qu'il y avait des génotypes qui étaient liés au style d'amour Eros. Il y avait aussi des génotypes qui étaient liés au style d'amour Mania. Donc, il y a une certaine, il y a eu des indices, en quelque sorte, mais on ne peut pas les savoir avec certitude. Il faut beaucoup d'études pour pouvoir les savoir vraiment avec certitude. Mais il y a quelques indications, des pistes qui peuvent indiquer effectivement des fondements génétiques, du moins pas à tous les styles d'amour, mais à certains styles d'amour. Dans le cas de cette étude-là, c'est Eros et Mania. L'algèbre de l'amour. Alors, l'algèbre de l'amour, là, on rentre dans le cadre théorique actuel. Ce sont des théories plus actuelles que celles des typologies qui viennent de la Grèce antique. Là, c'est une théorie actuelle, l'algèbre de l'amour, la théorie d'un chercheur qui s'appelle Sternberg. Alors, Robert Sternberg est un professeur de psychologie d'origine américaine, nord-américaine des États-Unis. Il a mis au point une théorie connue sous le nom de théorie triangulaire de l'amour. En anglais, Triangular Theory of Love. Donc, selon cette théorie, les 3 principaux ingrédients de l'amour sont l'intimité, la passion et l'engagement. Et selon la façon dont ces 3 éléments sont combinés, ils peuvent donc former 7 types de relations amoureuses que nous avons de voir dans ces schémas-là. Si par exemple, dans une relation, il y a acquis l'intimité, alors ce type de relation-là, ce style d'amour-là, ce sera un style de type amitié. Si dans une relation amoureuse, on a la passion et l'intimité, alors ce sera un style romantique, amour romantique. Si on a
plutôt l'intimité et l'engagement, alors on a un amour de type amitié aussi. Si on a qui la passion, alors là, ce sera l'amour fou en quelque sorte. Si on a la passion et l'engagement, là, on a l'amour admiratif. Si on a qui l'engagement, là, on a l'amour vide. Certains couples qui ont vieilli, peut-être qu'ils connaissent l'amour vide en quelque sorte, quand la passion n'est plus là, l'intimité n'est plus là, il reste que l'engagement parce qu'on s'est marié, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a vécu ou s'habituer à l'un et l'autre. Donc là, il reste que l'engagement, donc c'est ça qu'on appelle l'amour vide. Mais si nous avons l'intimité, la passion et l'engagement, à ce moment-là, nous avons un amour accompli. Alors, l'algèbre de l'amour, le dérivé de la théorie triangulaire de l'amour, donc c'est l'algèbre d'amour, c'est un dérivé de la théorie triangulaire de l'amour. C'est la fameuse algèbre équation de l'amour qui s'exprime dans la formule suivante: amour égale intimité plus la passion plus l'engagement. Mais on peut aussi les traduire par amour égale intimité multiplié par la passion multiplié par l'engagement. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, le fait notable, c'est qu'en fait, la conception que les individus ont de l'amour, ils n'accordent pas la même importance à ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, il y a certaines personnes qui accordent, dans cette équation-là, vont accorder davantage d'importance à l'intimité, d'autres à la passion, d'autres à l'engagement, d'autres aux trois éléments ensemble. Donc, en fonction de la manière dont l'individu combine et accorde de l'importance à ces trois éléments-là, c'est sa caractéristique personnelle en quelque sorte. Donc, on sait que la conception que les individus ont de l'amour, c'est-à-dire l'importance relative accordée à ces trois ingrédients, varie en fonction de l'âge, du genre, du niveau socio-économique, de l'engagement religieux et de la culture. Par exemple, en général, les personnes les plus jeunes accordent plus d'importance à la passion et à l'intimité que les personnes âgées. Les femmes accordent plus d'importance à l'engagement que les hommes. Les personnes d'origine africaine et d'Asie et les personnes religieusement très engagées accordent plus d'importance à l'engagement qu'à la passion et l'intimité. Moi-même, je fais une étude comparative entre les Français et les Mozambicains. Le Mozambique est un de mes pays d'origine. Et donc, on voit bien que les Mozambicains et les Français n'accordent pas la même importance à ces différents éléments, à ces éléments qui composent l'amour, par exemple. Les Mozambicains accordent, dans la définition qu'ils ont de l'amour, accordent davantage d'importance, par exemple, à l'engagement, alors que les Français accordent davantage d'importance à la passion et l'intimité. L'état amoureux, la biochimie, les pensées et le comportement. L'anthropologue américaine Helen Fish, qui est très célèbre, parce qu'elle a écrit des livres très vendus, des best-sellers au sujet de l'amour, dans un passage de son livre écrit, le sentiment amoureux a déclenché des guerres, forgé des dynasties, renversé des rois, inspiré une grande partie de ce que l'art et la littérature a produit de plus beau. On chante, on travaille, on tue, on vit, on meurt par amour. En effet, les recherches réalisées au cours des 40 dernières années indiquent qu'au moins 6 substances chimiques sécrétées par notre organisme jouent un rôle significatif dans le développement et de sentiments amoureux. La dopamine, la noradrénaline et la sérotonine, ce sont des neurotransmetteurs, ce sont des composés chimiques libérés par les neurones. La vasopressine et l'oxytocine, ce sont des hormones produites par certains organes du cerveau, pour ainsi dire, pour faire simple. La testostérone, qui est une hormone sexuelle masculine, principalement fabriquée par les testicules chez les hommes et par les ovaires chez les femmes.
Alors, on va maintenant commencer à décrire comment est-ce que ces substances-là influencent le comportement amoureux ou l'état amoureux en quelque sorte. La dopamine. Un individu amoureux a un niveau relativement élevé de dopamine. Un fort taux de dopamine dans le cerveau est associé à une concentration extrême de l'attention, à une grande motivation et un comportement orienté vers le but, ce qui expliquerait pourquoi un individu amoureux se focalise intensément sur l'être aimé et omnibulé par les qualités de l'autre à point d'oublier ses défauts. Un fort taux de dopamine est associé à l'apprentissage des situations nouvelles, ce qui expliquerait pourquoi l'individu épris voit en son aimé un caractère nouveau et unique. Par ailleurs, le sentiment amoureux repose avant tout sur la préférence de l'amoureux ou de l'amoureuse pour son aimé, favoritisme qui semble être accompagné d'un afflux de dopamine dans certaines régions du cerveau. Un fort taux de dopamine est associé à un état d'extase et de sentiment extrême, ce qui expliquerait pourquoi une personne amoureuse manifeste souvent un état d'euphorie et d'émotions fortes. En fait, un taux élevé de dopamine dans le cerveau provoque un surcroît d'énergie, la hyperactivité, la perte du sommeil, l'appétit, le tremblement, les palpitations, le souffle court, le comportement parfois maniaque et anxieux ou craintif. Vous allez reconnaître là, dans les cas extrêmes, des passions amoureuses, par exemple, ces éléments-là. La présence de ces éléments-là, de ces sentiments, de ces comportements. Hélène Fischer écrivait, l'action de la dopamine expliquerait même pourquoi les amoureux deviennent à ce point accros à leur relation et inspirent si fort la communion émotionnelle avec l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance dans les relations amoureuses par rapport à l'autre et que souvent, ces types de comportements sont souvent accompagnés ou associés à un niveau assez élevé de dopamine. En effet, la dépendance et le manque sont les symptômes de la suggestion et de l'addiction, et l'on trouve dans toutes les suggestions majeures un fort taux de dopamine. L'amour serait-il une suggestion? Voici donc la réponse d'Hélène Fischer. Oui, une dépendance divine lorsque le sentiment est payé de retour, un manque douloureux, amer et souvent destructeur lorsqu'il ne l'est pas. La noradrénaline, c'est une substance qui est à peu près similaire à la dopamine. Donc, la noradrénaline est associée à l'état de béatitude qui s'empare des amoureux. Elle est à un niveau relativement élevé. À un niveau relativement élevé, la noradrénaline renforce notre mémoire des situations nouvelles, ce qui expliquerait pourquoi les amoureux ont tendance ou sont capables de se souvenir des moindres détails, des éléments, de tout ce qu'ils ont fait avec leur amoureux ou leur amoureuse. La sérotonine est une substance qui a été décelée chez les amoureux à un niveau assez inférieur, c'est-à-dire que les personnes amoureuses, en moyenne, ont un niveau inférieur de sérotonine par rapport à la population normale. Donc, un niveau assez bas de sérotonine est associé à des pensées et à des comportements obsessionnels compulsifs. Donc, on a détecté un niveau relativement bas de sérotonine chez les personnes amoureuses. Et aussi, on détecte très souvent des niveaux de sérotonine assez bas chez les personnes, par exemple, qui souffrent de ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà. Ceci expliquerait pourquoi un individu entiché ne cesse de songer à l'être aimé et d'imaginer le moment passé et futur avec ce dernier. Donc, quelqu'un qui est amoureux, souvent dans les cas des passions vraiment fortes,
C'est quelqu'un qui souffre un peu de troubles obsessionnels compulsifs parce qu'il ne cesse de penser à l'être aimé, il ne cesse de réclamer des câlins, il ne cesse d'en faire, il ne cesse, etc., etc. Ce type de comportement, un petit peu compulsif, obsessionnel, sont souvent associés à un niveau assez bas de sérotonine. La vasopressine et l'oxytocine. Alors, pour expliquer un peu l'apport de ces substances-là, il faut partir du constat qu'avec le temps, la passion, les désirs ardents diminuent en quelque sorte avec le temps. Et petit à petit, la passion, l'intimité, le désir d'intimité, des relations sexuelles plus fréquentes, laisse de plus en plus place à une relation plus calme, à un engagement, disons, un peu plus calme, plus durable. C'est ça qu'on appelle l'attachement. La passion, la folle passion, l'extase, l'incandescence, la pensée obsessionnelle, le surcroît d'énergie, avec le temps, tout cela s'évanouit en fumée, mais avec un peu de chance, la magie laisse place au sentiment nouveau de sécurité, de confort, de calme, de communion heureuse avec la personne dont la vie s'est profondément intriquée à la nôtre, c'est l'attachement. Donc, chez les mammifères, l'oxytocine est la substance chimique qui lie souvent les mamans à leur jeune bébé, et la vasopressine est la composée chimique de l'instinct paternel, en quelque sorte. Et ces substances-là sont produites en quantité relativement supérieure au moment de ce qu'on appelle les préliminaires, c'est-à-dire ces caresses qui ont été faites au moment des préliminaires à l'acte sexuel et au moment d'orgasme. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence les préliminaires, jusqu'au moment où on a l'orgasme, après suite à la relation sexuelle ou pendant la relation sexuelle, on a l'orgasme. C'est à ce moment-là, précisément, on a une sécrétion plus importante d'oxytocine chez les femmes et de vasopressine chez les hommes. Et c'est cela qui explique pourquoi, très souvent, peut-être que vous avez constaté dans votre expérience et ont entendu parler, souvent après l'acte sexuel, les amoureux, ils ont un but de cette espèce d'attachement fort à l'autre, une espèce de sentiment de reconnaissance aussi pour les beaux et loyaux services, pour faire un peu d'humour en quelque sorte. On a cette reconnaissance, cet attachement à l'autre après l'acte sexuel. On reste pendant un certain moment dans le calme à se faire des câlins, éventuellement à se témoigner de l'estime, etc., etc. Bon, il y en a qui après, une fois que le fruit est consommé, bon, ne s'intéresse plus rien, il y en a, mais il y a souvent ces cas-là, souvent dans les relations, souvent amoureuses, effectivement. Et là, c'est vraiment l'action, l'effet en quelque sorte de l'oxytocine et de la vasopressine. La testostérone, enfin. Alors, la testostérone est l'hormone du désir sexuel. Elle stimule le désir sexuel aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein. Et l'individu qui présente un taux les individus qui présentent des taux assez élevés de testostérone en circulation dans le sang sont en moyenne plus actifs sexuellement. Ça, les recherches les démontrent ça. Et le fait que les taux de testostérone soient naturellement plus élevés chez les hommes que chez les femmes explique pourquoi les hommes ont un désir sexuel plus fort et plus fréquent que les femmes. Voilà l'explication pourquoi les hommes sont des chauds lapins. Enfin, une explication. Ce n'est pas la seule. Il y a des éléments culturels aussi qui jouent, probablement. Des événements de l'histoire de chaque individu qui jouent. Mais, vous savez, comme j'ai dit, derrière un comportement, il y a des éléments culturels, des éléments qui viennent de l'apprentissage, de l'histoire de chaque individu. Mais il y a aussi des éléments qui sont liés à la physiologie biologique et éventuellement à la génétique. Quant aux femmes, en général, elles ressentent davantage de désirs sexuels autour de la ovulation, précisément lorsque le taux de sécrétion de testostérone par les ovaires augmente. La nature, parfois, ne fait pas les choses au hasard. Bon,
Je pense que beaucoup de femmes, peut-être que certains hommes ne le savent pas, mais je pense que beaucoup de femmes le savent, et sont plus excitées sexuellement autour de l'ovulation. Or, c'est précisément à ce moment-là où les taux de testostérone sont plus élevés chez les femmes. On sait aussi qu'avec l'âge, le niveau de testostérone chute, ce qui provoque la baisse du désir sexuel. Alors, c'est le temps de la sagesse, en quelque sorte. On n'est plus des cheveux lapins, on est plus calme, voilà. Donc voilà, c'est aussi, les hommes les constatent très souvent, les beaux moments où ils pouvaient faire 2, 3, enchaîner 3 à 4 relations sexuelles derrière eux. Et souvent, ils ont un peu moins, les femmes surtout. Donc, c'est que la testostérone baisse avec l'âge. Quand on a dépassé à partir de 35 ans, 40 ans, la chute commence à être de plus en plus importante. Donc, on a de moins en moins de désir sexuel. Ce n'est pas la seule hormone qui est liée au désir sexuel, mais c'est la principale hormone qui est liée au désir sexuel. Le choix du partenaire. Le choix du partenaire. Depuis les années 1950, les chercheurs ont utilisé des questionnaires, des entretiens ou des tests projectifs pour recueillir des données sur des diades amoureuses et par là dégager les motivations explicites ou les facteurs latents du choix du partenaire. En général, les résultats de ces études concluent que, par exemple, la similarité, la complémentarité des besoins, la complémentarité des rapports mutuels à la relation, l'attractivité physique joue un rôle très important dans le choix du partenaire sexuel ou du partenaire amoureux. En particulier, concernant l'attractivité physique, les chercheurs ont constaté soit un effet de similarités au sein du couple, c'est-à-dire les deux ayant un niveau d'attractivité plus ou moins équivalent, soit une forme de compensation, une certaine forme de compensation, une relation compensatrice entre la beauté et la richesse, un des partenaires étant plus beau, étant beau, mais non riche, alors que l'autre partenaire assez riche, mais disons pas beau, pour dire les choses un peu de façon crue en quelque sorte. Suite à ces études, certains chercheurs ont proposé des modèles explicatifs du choix du partenaire. Alors, les différents modèles de choix du partenaire. Les modèles de choix du partenaire proposés par différents chercheurs au cours des 50 dernières années ont la prétention d'expliquer le jeu des affinités, le rôle de la proximité et de la similarité, le rôle des besoins comme les besoins émotionnels, physiques ou matériels, et les processus d'intimisation ainsi que la prégnance du lien diadique. Enfin, certains de ces modèles présentent un caractère très général, alors que d'autres plutôt se centrent sont assez spécifiques. Donc, voici les principaux modèles qui ont été proposés du choix de partenaire. Nous avons regroupé ces modèles-là en catégories. Alors, la première catégorie, c'est les modèles dits rationnels. Alors, on peut rassembler sous cette rubrique de plusieurs schémas selon lesquels le choix de partenaire impliquerait une façon latente ou patente, d'une façon latente ou patente, par une sorte de calcul où la facilité et les bénéfices l'emportent sur le coût et les sacrifices. C'est-à-dire que ces modèles rationnels, ce sont des modèles qui mettent l'accent sur le coût et les bénéfices. Quels sont les bénéfices que je peux tirer de cette relation amoureuse et quels sont les coûts de cette relation? Qu'est-ce que ça va me coûter en quelque sorte? Ce sont des modèles rationnels, on rationalise en quelque sorte. Et donc, parmi ces modèles rationnels, on peut distinguer le modèle de proximité et de la similarité.
Selon ce modèle, le choix du partenaire est essentiellement basé sur la ressemblance et sur de la fréquentation des rencontres et des contacts. Ce modèle comprend l'effet inverse, c'est-à-dire que les personnes qui ont une certaine similarité ou une certaine ressemblance du fait qu'ils appartiennent au même milieu, à la même religion, à la même culture, au même niveau socio-économique, etc., ont tendance donc à s'attirer ou à se mettre ensemble. Mais dans ces modèles-là, on peut aussi imaginer l'inverse, c'est-à-dire que au contraire, la proximité ou la similarité est un objet justement d'exclure le partenaire en question. C'est-à-dire que le refus de la proximité, dans le cas où celle-ci est vécue négativement comme une promiscuité, le refus de la similarité pour privilégier l'originalité ou éviter l'accumulation défavorisante ou dévalorisante d'un handicap. Les gens qui sont, si on est dans une situation de difficultés matérielles et socio-économiques, on va parfois préférer ne pas avoir des partenaires du même milieu parce que ça serait accumuler en quelque sorte les difficultés. On préfère à ce moment-là un partenaire. Mais c'est pas uniquement la question économique, et, par exemple, c'est aussi l'originalité des gens qui sont attirés par l'exotisme ou la différence en quelque sorte, qui préfèrent d'autres personnes qui ne sont pas forcément similaires ou dans le même milieu. Donc les deux tendances existent dans ce modèle-là. Le modèle de la recherche et d'une compensation. Le choix de partenaire est fondamentalement basé sur la recherche à donner d'un élément qui vient compenser ses propres manques en quelque sorte, en termes de beauté physique, de protection physique ou économique, de compétences, de prestige social, par exemple, hein, et que tout cela peut inversement contrebalancer les coûts plus ou moins importants comme les soucis, la déception, les forts amoureux, etc. Donc, ces modèles de la recherche d'une compensation, on essaie de compenser nos manques ou nos défauts, etc., en cherchant un partenaire qui peut éventuellement représenter un moyen de dépasser nos limites ou nos insuffisances en quelque sorte. Les modèles de l'interdépendance, alors ce modèle-là de l'interdépendance est un des modèles les plus riches, hein, et on verra plus tard, parce qu'il y a une théorie qu'on verra plus tard sur l'interdépendance. Donc, ce modèle propose que dans le choix du partenaire, on tient compte de l'intérêt de l'autre après une sorte de négociation avec lui. Dans ce cas, on privilégie une stratégie comparative visant à maximiser les profits tout en acceptant de faire des concessions à l'autre. Donc, on verra plus en détail ce modèle lorsqu'on parlera de la théorie de l'interdépendance. Le modèle de l'équité, le choix du partenaire s'étaye sur l'idéal d'une justice dans les rapports ou dans les efforts respectifs des deux partenaires. Autrement dit, l'individu pense que les relations équitables sont les plus heureuses, donc on cherche à établir une relation équitable avec l'autre. Aussi bien, autrement dit, on a des préférences pour des partenaires avec qui on peut maintenir une relation équitable. C'est-à-dire qu'à niveau des contributions socio-économiques, au niveau des apports émotionnels, matériels, culturels, etc. Parce qu'on pense que s'il y a un trop déséquilibre dans une relation, ce n'est pas favorable ni à la personne qui a l'avantage, ni à celle qui a des désavantages. Celle qui a l'avantage pour avoir la culpabilité, par exemple, du fait que l'autre dépend, est en dépendance, en quelque sorte, et celle qui est en dépendance, souvent, il y a dans ces cas-là parfois la frustration ou des sentiments ambivalents, en quelque sorte. Le modèle de l'investissement, et là, c'est on investit dans un partenaire, en quelque sorte. On choisit un partenaire sur la base d'une sorte d'investissement en pensant que même si au départ, il n'y a pas une sorte d'avantage clair, mais plus tard,
comme fruit de la relation, ça peut donner quelque chose qui est satisfaisant. Il s'agit d'une proposition donc d'un chercheur qui s'appelle Rasboult, qui est avec une connotation économique inspirée de la théorie de l'engagement. Selon ce modèle, si la balance des gains et des frais régit le niveau de satisfaction de chacun des partenaires, c'est l'ampleur des investissements consentis qui sont des ordres de l'ordre émotionnel, matériel ou temporel, qui font de la consistance et la persistance de la relation. Donc, on fait un pari sur un partenaire, on investit, et puis au fur du temps, on va voir quelle est l'ampleur de ces investissements consentis, si ces investissements-là valent la peine ou pas. Ont valu la peine ou pas, ou vont valoir la peine ou pas. Ensuite, ça, donc, on a vu une série de modèles qui ont été des modèles rationnels, c'est-à-dire les coûts, on a évalué les coûts et les bénéfices. Maintenant, on va voir la catégorie des modèles qu'on appelle les modèles relationnels, c'est-à-dire que c'est ceux qui se basent sur la relation elle-même, la qualité de la relation, des échanges en quelque sorte. Et ces modèles se fondent sur une approche systémique des relations électives élaborées par un chercheur qui s'appelle Newcomb. Selon ce chercheur, tout processus d'attraction met en jeu trois termes en relation dynamique. Les deux partenaires, à la fois source et cible, et un tiers objet pouvant être une personne, une valeur. Alors, là, cette idée, c'est par l'idée qu'une relation n'existe pas dans le vide, existe dans un contexte culturel et social, etc., etc. Et qui, au-delà, même s'il y a les deux partenaires, il faut tenir en compte qu'il n'y a pas que les deux partenaires en réalité dans la relation. Indirectement, il faut tenir en compte de la famille, par exemple, des amis, par exemple, des uns et des autres. Et que quand on choisit un partenaire, on ne choisit pas seulement quelqu'un qu'on pense qu'on va s'entendre bien avec cette personne-là, on va voir ça, mais aussi on tient en compte tout ce qui sont nos propres valeurs d'abord, ensuite éventuellement ce que c'est là, ce qu'on peut imaginer comment va être la position de nos amis, de la famille, etc., etc. Donc tout ça va jouer un rôle. Ainsi, le troisième terme de la relation, le troisième terme de la relation, je suis un peu fatigué, elle constitue soit un facteur de médiation et de renforcement de la relation de couple, soit une source de désaccord ou de tension entre les partenaires. Donc, ce troisième élément qui peut être les valeurs des individus, qui peuvent être la famille, qui peuvent être les amis, qui peuvent être la profession, etc., etc. C'est un troisième élément qui peut contribuer pour la satisfaction, pour les désaccords, etc., etc. Donc, ce type de modèle-là se centre sur la relation. Tiens, une relation amoureuse est d'abord une relation sociale. Et donc, dans une relation sociale, il n'y en a pas que deux personnes, il y a d'autres personnes, il y a d'autres valeurs, etc., qui sont derrière tout ça. Et donc, on choisit les partenaires en conséquence. Les modèles, enfin les modèles d'idéalité, ils sont basés sur l'hypothèse selon laquelle l'attrait provient moins d'une stricte ressemblance que d'une sorte d'idéalisation ou d'une sorte d'idéalisation de notre propre moi idéal. C'est-à-dire qu'on s'inspire de notre moi idéal, on choisit un partenaire qu'on considère comme à partir d'un idéal qu'on a priori, et que cet idéal-là se base sur notre propre idéal, notre moi idéal, comme on dit, comme disent les psychologues des tendances psychanalystes. Par exemple, le modèle de l'idéalité propose que l'attribution des traits idéaux à ce qui nous attire soit en effet autant qu'une cause de l'amour. Il s'agit d'une idéalisation. Enfin, certains modèles de l'idéalité se sont appuyés sur les apports psychanalytiques et de Freud. Alors, on peut résumer ces apports psychanalytiques et de Freud en disant que le choix
du partenaire est basée sur l'idéalisation, et cette idéalisation, selon Freud, comporte une composante narcissique qui s'exprime par le truchement de l'idéal du moi. Autrement dit, selon cette approche, nous sommes attirés vers des êtres susceptibles de réactiver des figures parentales, nourricières ou protectrices jadis chéries. C'est cette théorie qui dit que bon, on est attiré, par exemple, des gens pour faire court et caricaturer en quelque sorte, pour les gens qui ressemblent à notre maman ou à notre père, à notre le professeur qui nous a inspiré quand on était à l'école primaire ou des choses comme ça. Les gens que nous avons côtoyés dans notre enfance, qui nous ont marqués, qui nous ont protégés, que nous avons aimés et que nous essayons par la suite de reproduire ce schéma idéalisé en quelque sorte en cherchant des partenaires qui incarnent ou correspondent à ces individus-là qui sont à la base de notre idéalisation. Alors maintenant, nous allons parler des relations à courte et relations à long terme, les différences en ce qui concerne le choix de partenaires et caractéristiques de ce type de relations-là. Les relations de couple à court terme et les relations de couple à long terme. Parce qu'elles ne sont pas marquées par l'impératif de vivre ensemble, de faire des projets d'avenir, de construire et gérer une famille. Les relations à court terme sont souvent guidées par des motivations purement hédoniques, comme le plaisir de l'amitié, le plaisir des échanges sexuels, etc., etc. Par contraste, les relations de couple à long terme sont sujettes aux vicissitudes inhérentes à la durée, aux différences des projets de vie entre les partenaires, aux aspirations de chacun, aux familles respectives et aux exigences socioculturelles. Il nous arrive parfois, ou il arrive à beaucoup de gens parfois, de rencontrer quelqu'un et de décider pour dire les choses de façon un petit peu brutale. Cette personne-là fait l'affaire pour une relation, pour un coup d'un soir ou pour une relation à court terme, mais ne ferait pas l'affaire pour une relation à long terme, soit parce que nous pensons que dans notre projet existentiel à long terme, cette personne-là aurait du mal à faire bonne figure ou à satisfaire, à être rentable, etc., etc. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ces derniers types de relations se maintiennent dans le temps? Qu'est-ce qui fait que les relations à long terme tiennent le temps en quelque sorte? En sciences humaines, il y a deux types de théories explicatives sur les relations et les probabilités, les raisons et les probabilités de la longévité d'une relation amoureuse. Et donc, les approches dites instrumentales et les approches dites romantiques. Nous allons voir les approches instrumentales, notamment nous allons voir la théorie de l'interdépendance. La théorie de l'interdépendance est un ensemble d'une approche instrumentale d'une relation à long terme. Elle suggère que toute interaction entre deux individus A et B implique des coûts et des bénéfices. On a déjà vu ça il y a quelques minutes. Par exemple, si c'est moi qui fais les tâches domestiques, c'est qu'il y a un coût pour moi, surtout si je n'aime pas trop faire ça, mon partenaire en retirera un bénéfice. Vivre dans un endroit propre, s'habiller avec des vêtements propres ou avoir le dîner prêt à manger. Ainsi, selon les auteurs de cette théorie, sur la base de l'ensemble des interactions qu'il a avec son partenaire, on peut établir un rapport de coûts et bénéfices dans la relation. Dans cette perspective, et ça, c'est ça le fondamental de la théorie, la relation tient le coup tant qu'il se réalise semble satisfaisant pour un chacun. Si chacun trouve son compte en quelque sorte. Si la balance entre les coûts et les bénéfices n'est pas très déséquilibrée entre les deux partenaires. Pourquoi cette théorie s'inscrit dans le cadre plus large d'une approche instrumentale? Eh bien, parce que dans la relation de couple,
L'autre est fondamentalement envisagé, consciemment ou inconsciemment, comme un instrument de développement ou de la réalisation de son propre projet d'existence. Les approches dites instrumentales considèrent que la relation à long terme peut s'établir dans la mesure où les deux partenaires se sont satisfaits et que les objectifs de ces deux partenaires peuvent être satisfaits à long terme, dans la durée. En résumé, la masseur est celle qui permet de remplir de nombreuses aspirations qui nous sont chères et donc je peux satisfaire les siennes donnant lieu à une relation d'interdépendance. Voilà, donc la théorie de l'interdépendance, c'est qu'il y a une dépendance entre les deux individus et que cette interdépendance entre les deux individus, elle se constitue et dure dans le temps dans la mesure où les coûts et les bénéfices sont équilibrés. Et tant que les deux partenaires seront satisfaits de cette balance entre les coûts et les bénéfices, alors la relation aura de probabilité de durer plus longtemps. Alors, dans cette théorie-là, il y a un aspect qui sont l'aspect des obstacles et des adjuvants à cette relation à long terme. C'est à la question du coût et des bénéfices. Par exemple, dans le cadre de cette théorie, une relation amoureuse à long terme entre deux individus est affectée par une série d'obstacles et d'adjuvants. Les obstacles, lorsque l'on poursuit de nombreux objectifs différents, donc une seule personne ne pourrait nécessairement contribuer à s'ajuster ou contribuer ou permettre de satisfaire tous ces objectifs que la personne a en quelque sorte. Donc la probabilité qu'il soit satisfait de sa relation avec autrui a de fortes chances de dénouer avec le temps. Hein? Pour illustrer cela, prenons de nos jours, par exemple, les individus espèrent trouver dans les relations amoureuses à long terme, notamment dans leur mariage, beaucoup de choses que les ancêtres n'espéraient guère. En effet, alors qu'autrefois l'objectif du mariage était principalement d'assurer des besoins alimentaires comme élever les enfants, la sécurité financière, de nos jours, on a tendance à se marier pour accomplir des objectifs bien plus ambitieux, s'épanouir sexuellement, développer une complexité singulière avec l'autre, se réaliser, avoir des enfants, etc., etc. Ceci explique la difficulté de trouver la perle rare susceptible de nous aider à accomplir tous ces objectifs à long terme, soit parce que notre éventuel partenaire se révèle incapable, soit parce qu'il, tôt ou tard, ne voudra pas consacrer des ressources nécessaires pour accomplir tant d'aspirations distinctes et hélas souvent contradictoires. Donc, le modèle d'interdépendance est mis à mal de nos jours, contrairement aux années où nos ancêtres, qui avaient des objectifs bien simples et peu nombreux, c'était plus facile à satisfaire, surtout que la relation soit bien, les coûts et les bénéfices soient plus ou moins équilibrés avec le temps, alors que de nos jours, comme on a plusieurs objectifs, plusieurs finalités, plusieurs projets dans l'existence, c'est difficile de trouver quelqu'un qui puisse satisfaire à tous ces objectifs-là, pour s'encadrer dans tous ces projets-là, hein, pour qu'il puisse s'inscrire dans tous ces projets-là. Et aussi, avec le temps, on a plus de chances de nos jours, avec les réseaux sociaux ou avec les communications, on a des chances de rencontrer plusieurs personnes, etc., au cours de notre vie, qui sont susceptibles de nous intéresser. Et ça, il risque, et c'est un des obstacles, c'est qu'il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui va s'enquadrer mieux qu'une autre, etc., etc. Par exemple, si je veux découvrir la nature, une personne qui a la passion du voyage pourrait apparaître comme un bon parti. Si je souhaite faire une carrière politique, quelqu'un qui a un réseau socio-économique, une influence sociale importante me paraîtra idéal. En somme, à chaque bout correspond une nouvelle possibilité.
Donc, cette impression d'un choix énorme est aujourd'hui exacerbée par les réseaux sociaux. Donc, on a un choix tellement énorme de partenaires possibles qui sont susceptibles de satisfaire notre projet d'existence et qui c'est difficile de rester longtemps avec une seule personne, une même personne en quelque sorte. C'est ça ça fait partie des obstacles en quelque sorte. On entrevoit ici la problématique. La personne avec laquelle on entretient une relation risque donc en permanence d'être surpassée par quelqu'un qui semble mieux en mesure de répondre à ces divers objectifs. Hein? Donc, du côté des adjuvants, il y a, il y a les investissements passés dans une relation qui encouragent le partenaire à rester ensemble malgré les difficultés qui secouent la relation. C'est-à-dire que les difficultés de la relation à long terme, c'est que lorsqu'on a, dans le cadre de la théorie de l'interdépendance, c'est que précisément, comme c'est basé sur une interdépendance et surtout de jeu de coûts et de bénéfices, à un moment donné, une personne ne fait plus l'affaire en quelque sorte, pour dire les choses de façon un petit peu brutale. Donc, comme on rencontre plusieurs personnes, il y en a plusieurs objectifs, plusieurs projets dans ce sens, à un moment donné, une personne qui faisait l'affaire ne fait plus l'affaire, il risque d'être remplacé par quelqu'un qu'on a trouvé qui, on pense qu'il va être en mesure de satisfaire notre projet d'existence. Et donc, ça, c'est un obstacle à tenir le coup pendant longtemps dans une relation. Du côté des adjuvants, nous avons les investissements. Alors, plus le temps passe, plus le temps où le couple s'ensemble passe, il y a des investissements, c'est-à-dire que les gens ont des enfants, achètent une maison, commencent une fondation ensemble, s'engagent dans telle cause. Et tous ces engagements, ça représente des investissements qui ne sont pas faciles à quitter du jour au lendemain. Et donc ça, c'est ce qui est à faveur souvent, qui favorise le maintien dans les relations à long terme. Parmi les investissements évoqués, il y a par exemple le fait d'avoir consacré des efforts, des soins et de l'amour à l'autre, le fait d'avoir des enfants ensemble, des biens matériels en commun, etc., etc. Enfin, le rôle des investissements passés explique pourquoi les couples peu satisfaits de leur relation et qui, au sens de la théorie de l'interdépendance, devraient juger leurs résultats défavorablement, restent ensemble quand même. Alors, ici, j'entends souvent, ou nous entendons souvent, vous avez peut-être déjà entendu souvent, des femmes, par exemple, qui subissent des violences de la part de leur mari. Pourquoi ils ne quittent pas leur mari tout simplement? Eh bien, c'est là, c'est pas aussi simple que ça. Parce que plus une relation passe, plus les gens ont investi dans une relation. Ils ont investi, ils ont consacré, ils ont donné de l'amour à cet homme-là. Ils ont consacré du temps à cet moment-là, ils ont construit un foyer, une amie, excuse-moi, ils ont construit un foyer, ils ont eu des enfants, ils ont parfois des amis en commun, il y a la famille. Tout ça représente des investissements qui ne sont pas seulement matériels, mais affectifs. Et on ne peut pas quitter ça du jour au lendemain, ce n'est pas aussi simple que ça. Et bien entendu, ça dépend de plusieurs facteurs, certes, mais il y a ce côté investissement qui fait qu'il n'est pas simple. On a, les uns et les autres, on a déjà été amoureux, on a déjà consacré des sentiments et toutes sortes d'engagements envers les autres. Et c'est pas parce qu'on a subi des violences que le jour au lendemain, le sentiment et l'émotion s'arrêtent. C'est pas comme ça, c'est pas des choses qu'on commande volontairement en quelque sorte. Donc c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a le côté investissement que les gens ont. Plus les gens ont des enfants, plus les gens ont investi dans une relation, plus ça devient difficile à se séparer. Les séparations deviennent difficiles. Beaucoup de couples peuvent on savent beaucoup là-dessus. Donc, les chercheurs ont fait donc une sorte de modèle et schéma basé sur la théorie de l'interdépendance pour expliquer à peu près, c'est juste un schéma. Enfin, à côté de la théorie de l'interdépendance, c'est-à-dire des approches dites instrumentales, des coûts et des bénéfices, hein, il y a les approches romantiques.
Donc, vous avez constaté que l'approche que nous avons exposée dans les pages précédentes, c'est-à-dire l'approche instrumentale, se distingue de l'approche romantique, c'est-à-dire de l'idée qu'on se fait de l'amour en quelque sorte. Plus fâcheux encore, ceci semble apparaître un exercice comptable du terme duquel on reste avec autrui si la somme des recettes et des dépenses est avantageuse, surtout plus avantageuse ce qui offre la concurrence. Donc, on reste avec l'autre si les coûts et bénéfices sont à notre avantage ou s'ils sont équilibrés, ou s'il n'y a pas un concurrent qui se présente, qu'on juge que c'est meilleur que le partenaire qu'on a déjà. Ça, c'est dans le cadre, c'est le côté fâcheux du côté de la théorie de l'interdépendance. Il y a un côté déprimant en quelque sorte. Hein? Et donc, c'est très loin des films qui ont été faits sur l'amour, des romans à l'eau de rose, en quelque sorte. Donc, il y a quand même, pour ceux qui sont plutôt tendance romantique, il faut se rassurer en disant qu'il y a une autre approche. Il est assez minoritaire chez les chercheurs, mais il y en a quand même. Et selon un des tenants de cette perspective, le psychologue américain Arthur Aron, selon Arthur Aron, suggère que notre soi est façonné par les autres et que nous sommes motivés à dépasser, à élargir notre soi individuel dans une relation privilégiée avec les autres, un autre en particulier. En entendant notre soi, nous pourrions acquérir des ressources psychologiques, de nouvelles identités qui nous permettent d'accomplir nos objectifs. Ainsi, dans le cadre d'une relation amoureuse, l'autre peut devenir une partie de soi, mais compléter, m'enrichir, me rendre meilleur, au-delà de toute considération instrumentale associée au coût et aux bénéfices. Donc, l'approche romantique considère que les individus peuvent parfaitement s'engager et durer dans une relation, s'engager dans une relation durable, une relation qui peut effectivement durer, sans que ce soit une question de coûts et de bénéfices ou d'interdépendance, etc., mais simplement parce que les gens sont dans une relation amoureuse où ils sont attachés à leur partenaire, ils sentent que leur partenaire les complète, ils se sentent fusionnés avec leur partenaire, ils se sentent avoir des liens qui donnent sens à leur vie, en quelque sorte, au-delà de toute comptabilité, coûts et bénéfices. Voilà. Donc, vous allez choisir entre les deux théories et peut-être répondre à cette question. Alors, en fin de compte, pensez-vous, qu'est-ce que vous en pensez, camarades? L'amour est-il aveugle? Voilà, ce sera à vous de faire, d'avoir votre propre idée sur ça à partir de ce que nous avons dit. Maintenant, enfin, nous allons attaquer notre dernier sujet. Pourquoi nous tombons amoureux? Pourquoi nous tombons amoureux? Pour terminer cette digression sur l'amour, posons donc la question de toutes les questions. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Pourquoi nous tombons amoureux? Why we love. Pourquoi? Por que nós amamos en portugais. Pour répondre, les anthropologues se sont mis à traquer l'apparition du sentiment amoureux qu'ils considèrent comme étant un résultat d'une évolution adaptative à travers l'histoire phylogénique de notre espèce. L'histoire phylogénique de notre espèce, c'est l'histoire du surgissement en termes d'évolution de notre espèce, en quelque sorte. L'évolution qui est partie des autres, de nos ancêtres, jusqu'à notre espèce, en quelque sorte. C'est ça que les anthropologues ont fait, essayer de traquer à quel moment et comment et pourquoi le sentiment amoureux est apparu. Donc ici, je vais vous faire le récit de cette traque, la traque qui a été menée par les anthropologues. Alors, il y a à peu près 25 millions d'années, des événements géologiques ont conduit à la formation d'une faille tectonique connue sous le nom de la vallée du Grand Rift.
parsemée de grands lacs. Cette faille s'étire en Afrique sur environ 3000 km, d'une longueur du nord au sud, entre 40 et 60 km de largeur. Ça va en gros de la Toile érythréenne jusqu'à le Mozambique. Tout le long de la, à peu près vers, quand il faut s'imaginer à peu près l'est de l'Afrique, du nord au sud, en quelque sorte, une faille qu'on appelle tectonique de faille du Grand Rift, qui est apparue à peu près pendant plusieurs milliers d'années, mais ça a commencé à peu près il y a 25 millions d'années. La vallée du Grand Rift, associée à une montée des températures, ont conduit à un changement climatique dans la région, changement qui à son tour a fait progressivement disparaître les forêts denses en faveur des savanes. Avec l'apparition des forêts dans les zones concernées, il y a à peu près 10 millions d'années, nos ancêtres, qui ressemblaient probablement aux chimpanzés actuels, avec qui nous partageons au moins 98% de notre patrimoine génétique. Nous partageons à peu près 98% de notre patrimoine génétique avec le chimpanzé actuel. Cela nous fait penser aux chercheurs que nous partageons à peu près les mêmes taux de pourcentage de patrimoine génétique avec l'ancêtre en question qui habitait les forêts africaines il y a 10 millions d'années. Cet ancêtre-là ne formait pas de couple. Le sentiment amoureux n'était pas né en quelque sorte à cette époque-là, pour ainsi dire, du moins dans sa forme actuelle. Ils habitaient dans les arbres, puis ils ont descendu des arbres. En descendant des arbres, comme avec le changement climatique déclenché par la vallée du Rift et la raréfaction des pluies, les forêts ont disparu, ou les forêts denses ont disparu en faveur de la savane, et pour cette raison, nos ancêtres ont quitté les arbres pour vivre en terre ferme, et la vie en terre ferme a donné origine à la bipédie. Et la bipédie, c'est là où a commencé vraiment la marche vers l'humanité, ce que nous sommes actuellement. Alors, fermons les yeux pour essayer d'imaginer un petit peu nos ancêtres à ce moment-là. Vous verrez des êtres vagabonds sur les terres de l'actuelle Tanzanie, le Kenya, en Éthiopie, des créatures bipèdes s'affairent dans les savanes proches des lacs. Ils construisent des abris de fortune, faites avec des branches d'arbres, de la paille, des pierres ou de la terre. Ils cueillent des fruits sur les arbres, ils creusent la terre pour un peu extraire des racines comestibles, ils dépecent des gazelles abattues avec des lances. En effet, il y a 3,5 millions d'années habité ce qu'on appelle l'Homo habilis. Et ce Homo habilis commençait à construire les premiers outils de chasse, des tailles de la viande, des outils en silex, parfois en pierre à tailler, et des fabrications de vêtements rudimentaires. Avec le temps, il y a 1,8 million d'années, il a apparu l'Homo erectus. L'Homo erectus maîtrisait déjà la fabrication d'outils perfectionnés. Son cerveau et son langage, assez proches de nôtre, se développa de façon extraordinaire. En fait, l'Homo erectus, c'est surtout la domestication du fouet qui l'a conduit tout droit, par les chemins tortueux, certes, mais tout droit et plus vite vers l'Homo sapiens qui est apparu à peu près vers 250 000 ans. Il y a 250 000 ans. Certains anthropologues, un peu inspirés, un peu métamorphosés en poète, proclament que l'amour est à l'origine de cette magnifique, extraordinaire chose qu'est le cerveau humain. Plus précisément, ils disent que c'est l'impératif de séduction dans un contexte
excuse-moi, il y a un petit erreur orthographique ici, je vais corriger, et l'impératif de substitution dans un contexte concurrentiel qui est associé à la richesse des nutriments ingérés, nouvellement apportés par le fait de cuire des aliments, notamment la viande, suite à la domestication du veau, a permis le développement du cortex cérébral et ses dérivés, le langage, la musique, la danse, les contes, les légendes autour du veau, la poésie, c'est-à-dire la culture. Donc, ce qui s'est passé à l'époque de l'homme erectus, c'est qu'il, non seulement il a perfectionné les outils qui permettent de chasser et notamment de pouvoir s'alimenter avec de la viande, mais la découverte de veau a permis de cuire l'alimentation et donc d'avoir des nutriments très importants qui permettent en quelque sorte, qui ont permis de faire évoluer le cerveau humain, en quelque sorte. Et notamment l'apparition du cortex cérébral, c'est-à-dire cette partie qui est plus traite le langage, les mathématiques, les additions, etc. Pour faire simple. La musique, tous ces développements de ce qu'on appelle le nouveau cerveau, en quelque sorte, qui est apparu, qui s'est distingué en termes de développement à ce moment-là, et puis le développement de la culture et des aspects culturels de l'homme, c'est-à-dire ce qui résulte de l'apprentissage. En résumé, la descente des arbres vers la vie en terre ferme, la station du but qui s'est suivie, la nécessité de la chasse au gros gibier, la fabrication des outils et des armes sophistiquées, la maîtrise du feu, la croissance de notre cerveau, nous bébés minuscules et totalement à se faire assister, notre adolescence tardive, notre migration hors de l'Afrique vers les terres glaciales du Nord, il y avait là de quoi très fortement inciter nos ancêtres à chercher des partenaires à long terme. Car remplir seul toutes les fonctions parentales était devenu impossible. Nous le savons, l'évolution fonctionne à la fois par innovation génétique et sociale, les deux en interaction. Tout en tentant pendant des milliers et des milliers d'années, voire des millions d'années, forcés de devoir s'occuper intensivement de leurs enfants pendant au moins 4 à 6 ans, aux alentours de 1,5 million d'années, la femelle de la lignée humaine s'est trouvée dans l'obligation de favoriser l'accouplement avec les mâles qui donnaient des gages de s'attacher à elle, qui manifesteraient la volonté et la patience de rester à ses côtés, une fois enceinte, pour s'occuper d'elle et d'aider à s'occuper des enfants pendant assez longtemps. Du côté des mâles, peut-être que certains, après l'usufruit de la chose, sont foutus royalement, allons chercher autre chose ailleurs, mais alors leurs enfants ne survivaient rarement. Leur patrimoine génétique ne se transmettait pas à la génération future. C'est-à-dire qu'après l'innovation génétique, les lois de l'évolution sélectionnaient les amoureuses et les amoureux. D'abord, la situation s'est pesée sur les femmes. Avec les stations de but, les femmes devraient tenir leurs enfants avec leurs mains. À ce moment-là, elles pouvaient s'occuper de moins d'activités, comme par exemple aller à la chasse, aller chercher de l'eau, ou aussi défendre tout simplement, quand ils sont enceintes ou quand ils ont leurs enfants dans leurs mains. Avant cette période-là, quand ils habitaient dans les arbres qui nos ancêtres ressemblaient à le chimpanzé actuel, le bébé petit s'accrochait sur les dos. Ça libérait les mains des femelles pour faire les autres activités. À partir de la bipédie, a eu pour conséquence cette contrainte que la femelle doit tenir le bébé dans ses mains. Et pendant une très longue période de temps, elle ne peut pas se débrouiller pour ses activités, pour être autosuffisante en quelque sorte. Ensuite,
vient avec le développement du cerveau, le cerveau a augmenté de volume. Et ça a créé ce qu'on appelle le dilemme obstétrique, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation du volume, le bébé avait du mal à sortir par le canal vaginal. Alors, comme résultat de cela, qu'est-ce que la nature a fait? A fait en sorte que les bébés naissent prématurément. Et comme les bébés humains naissent prématurément, c'est-à-dire quand ils naissent, ils sont complètement dépendants. Ils ne peuvent pas survivre tout seuls, contrairement aux bébés d'autres mammifères qui, lorsqu'ils naissent, au bout de 3, 4 jours, un mois, 3 mois, ils sont déjà autosuffisants. Ils peuvent se chercher de la nourriture, etc., etc. Les bébés humains, ce n'est pas le cas. Donc, la femelle humaine doit allaiter le bébé, doit s'occuper du bébé, par exemple. Et donc, tous ces éléments-là ont fait que la femelle humaine devrait privilégier un partenaire qui pourrait rester à côté d'elle pendant assez longtemps pour s'occuper des enfants, pour s'occuper d'elle quand elle est enceinte, quand elle ne peut pas se défendre, etc., etc., quand elle a des difficultés en cas de problème, par exemple, pour se défendre, etc., etc. Et donc, là, à partir de là, elle devrait faire le choix de privilégier des personnes, des mâles qui sont disposés à rester à côté d'elle, qui montrent un certain attachement. Montrent un certain attachement à elle. Pourquoi nous aimons? Nous pouvons à présent répondre à cette question. Nous aimons parce que pour une meilleure chance de survie de notre progéniture, nous devons former des couples pendant une durée relativement longue, au moins 4 à 6 ans. Nous aimons parce que pour former des couples qui durent aussi longtemps, un sentiment, une sorte de groupe, pour ainsi dire, assez puissante telle la passion, le désir d'intimité, l'attachement à l'autre et à ses enfants, s'est révélé nécessaire. Et bien entendu, après coup ou parallèlement, la culture a mis la cerise sur le gâteau. Au-delà du sentiment amoureux, qui est le résultat d'une évolution biologique qui, nous avons vu, contient et derrière des éléments biologiques comme les hormones, les neurotransmetteurs, etc., etc., eh bien, la culture a brodé dessus avec tout ce que nous avons comme imaginaire qui nous vient des histoires, des films, des romans, etc., etc. Et toutes les Roméo et Juliette qui sont écrits, etc. Ça, c'est l'aspect culturel qui est venu se broder dessus de ce qui est biologique, en quelque sorte, de l'évolution biologique. Voilà. Donc, je vais terminer cette présentation en vous montrant ma dernière diapositive ici, très évocative. Je t'aime, irrébolate, ça recommence. Donc, j'ai terminé aussi ici cette présentation d'aujourd'hui. Je vous rappelle, donc, elle fait partie de la série que j'ai appelée, comme ici sur mon t-shirt, 10 milliards de poussières, qui est une série de vulgarisation scientifique. Je viendrai d'ici à quelques semaines avec un nouveau numéro, le 2e numéro. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais j'espère que ce sera plus court que cette présentation qui a été assez longue. Eh bien, bon, bah, voilà, c'est la fin. Je vais vous dire dans ma langue maternelle, mon português natal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Estamos juntos. Tchau.